Monsieur le ministre, cher Jacques, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame le préfet, pardon, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les présidents, les conseillers communautaires, Messieurs les présidents, je dis Messieurs les présidents, Charles-Éric et Jean-Luc, qui se succèdent aujourd'hui. Merci, Charles-Éric, de tout ce que tu as fait pour la DCF, parce que je fais aussi partie un peu de la DCF, même beaucoup. Et merci, Jean-Luc, pour tout ce que tu entreprends pour les intercommunalités de France. Je vais essayer de répondre précisément à quelques points, sans revenir sur tout, puisque beaucoup de choses ont été dites déjà ce matin. Peut-être la première chose, c'est de dire qu'effectivement, après une période intense de modification de nos collectivités territoriales, pas seulement, bien sûr, les intercommunalités, mais aussi le redécoupage des régions et le mode de scrutin qui a changé dans les départements, après toutes ces réformes, il est clair, mon collègue Jacques Mézard vient de le dire à l'instant, il n'y aura pas de grand soir des collectivités territoriales dans ce quinquennat, il n'y aura pas de grandes réformes, il n'y aura pas de bouleversement institutionnel des structures des collectivités territoriales en France, que ce soit dit, que ce soit entendu. Et sur ce premier point, il faut rassurer tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut laisser du temps pour que toutes ces réformes soient digérées, mises en place, bien comprises, et c'est tout à fait normal. En ce qui concerne les intercommunalités, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elles sont passées de 2000 à 1266, avec des modifications importantes sur l'ensemble du territoire français, même si je sais, je tiens à le dire, que parfois cela s'est fait plus difficilement dans certains territoires que dans d'autres, et que parfois cela a été aussi mal vécu dans certains territoires ruraux. Je tenais à le dire ici pour que les choses soient bien claires. Naturellement, si le gouvernement ne fera pas de grandes réformes territoriales et qu'il souhaite une stabilité institutionnelle après cette grande période d'évolution, eh bien, il n'est pas interdit que les structures, sur la volonté des élus locaux, évoluent. Si d'autres intercommunalités voulaient fusionner, puisqu'elles ne l'ont pas fait dans la période précédente, si des départements voulaient fusionner entre eux, c'est possible, la loi le permet. Il y avait eu, vous savez, un essai qui n'a pas été conclusif en Alsace, par exemple. Il n'a pas été conclusif parce que, même si le référendum local avait été positif, il n'y avait pas assez de participants. Il peut y avoir aussi, comme ça s'est fait à Lyon, dans la métropole de Lyon, un département qui fusionne avec la métropole. Tout ça, Monsieur le Président, sur la volonté des élus locaux. Je le répète, c'est sur la volonté des responsables des différents niveaux des collectivités territoriales que les choses doivent se faire. Sur la méthode, encore, la conférence des territoires. Jacques Mézard a longuement parlé de la conférence des territoires. Et je voudrais ici dire que cette conférence, qui est une instance de dialogue, de concertation, dans la logique de la contractualisation dont nous avons parlé à l'instant, est quelque chose d'essentiel et quelque chose qui a été mis en place pour essayer de restaurer la confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Sa première réunion symbolique a eu lieu en juillet au Sénat. Pourquoi au Sénat? Parce que, naturellement, c'est la Chambre des collectivités territoriales et c'était un symbole fort que Gérard Larcher, le président du Sénat, et le président de la République, ainsi que le Premier ministre, ont voulu faire. C'est donc une instance très importante et je recommande bien sûr aux élus de toutes les strates des collectivités territoriales d'y participer
avec, je dirais, leurs idées, leurs aspirations, parce qu'on ne peut pas à la fois, comment le dire gentiment et simplement, et je ne m'adresse pas spécialement à vous, demander des réformes, avoir des revendications et refuser le dialogue qu'offre l'État. Je crois que c'est quelque chose de très important que de participer à cette conférence nationale des territoires. Jacques Mézard l'a dit tout à l'heure, il y aura, tu as donné la date exacte, 14 décembre, il y aura une autre grande réunion de la conférence nationale des territoires. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il y a des groupes de travail qui travaillent tout le temps, en permanence, et qui sont, ou des représentants de vos associations, et de votre association en particulier, sont présentes. Donc c'est très important de comprendre qu'on travaille sur GEMAPI, qu'on travaille sur comment faire des économies dans les collectivités. C'est un travail permanent et je pense que c'est très important que vous en ayez connaissance et que vous y participiez. Voilà pour la méthode. Maintenant, sur le plan financier. Alors, j'ai bien entendu les inquiétudes tout à l'heure. Je vais répéter ce que Jacques Mézard a déjà dit tout à l'heure. Nous voulons rompre avec la politique précédente, c'est-à-dire une politique qui a coûté à peu près 10 milliards aux collectivités territoriales, mais de façon uniforme pendant 4 ans, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre situation géographique, la ville, la campagne, peu importe. Et c'était, je dirais, assez uniformisé, et le moins qu'on puisse dire, ça n'avait pas été fait dans le dialogue. C'est la raison pour laquelle, premièrement, nous ne baisserons pas la DGF. La DGF inscrite dans le budget pour 2018 sera la même que celle de 2017. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en cohérence avec ce que je viens de dire, l'idée, c'est effectivement de contractualiser avec les plus grandes des collectivités. Quand je dis les plus grandes des collectivités, j'entends les régions, les départements, les métropoles, les intercommunalités les plus grandes, c'est-à-dire de prendre les 319 plus grandes. Alors vous me direz pourquoi 319 et pas 330, etc. Parce que les 319 plus grandes correspondent à 70% de la dépense publique en France. Ce qui fait qu'on se dit que quand on a contractualisé avec 319 collectivités, on a déjà fait un grand bout du chemin. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'autre part, j'ai entendu, je crois Jean-Luc, c'est toi qui as dit ça, on a peur qu'on nous donne d'un côté et qu'on reprenne de l'autre. L'idée des 13 milliards qui ont été annoncés d'économies sur 5 ans. Il ne s'agit pas de vous prendre de l'argent, il ne s'agit pas de réduire des dotations, il s'agit de contrôler la courbe des dépenses. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ce qui sera inscrit dans le budget pour 2018, c'est de demander aux intercommunalités et aux autres 319 contrats avec lesquels nous signerons, c'est de contrôler la dépense pour qu'elle ne dépasse pas plus de 1,2% de l'année précédente. Ça veut dire qu'on n'est pas là à vous demander de faire des économies en faisant moins de dépenses, parce qu'on sait bien, comme le président l'a dit tout à l'heure, que la population augmente, qu'il y a des mouvements de population, etc., etc. Ça veut dire qu'on demande un contrôle de la courbe des dépenses. De fonctionnement. De fonctionnement, bien évidemment. Et troisièmement, je finis le plan, si je puis dire, en vous disant que ce sera collectivité par collectivité. C'est-à-dire que le contrat sera négocié collectivité par collectivité. Parce que des collectivités ont déjà fait des efforts depuis 2014, parce que des collectivités ont des baisses de population, parce que des collectivités ont des augmentations de population, parce que des collectivités ont des charges qui sont supérieures pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est du travail de dentelle que le gouvernement veut faire
pour à la fois concilier la maîtrise des dépenses et concilier les situations locales. C'est ce qu'on appelle un pacte girondin. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas donc d'une décision qui vient du haut pour s'appliquer sur le bas, c'est au contraire une démarche constructive entre l'État et les collectivités territoriales. Voilà en ce qui concerne le fonctionnement. Les intercommunalités bénéficieront aussi de la péréquation et de la stabilisation de soutien à l'investissement local. En ce qui concerne la péréquation, dans le souci de poursuivre la lutte pour la réduction des fractures territoriales, dont on a beaucoup parlé, le gouvernement a souhaité continuer à faire progresser la logique de péréquation au bénéfice des collectivités les plus fragiles. Les composantes péréquatrices de la DGF seront ainsi abondées à hauteur de 190 millions d'euros en 2018. Il s'agit d'un choix clair en faveur de la solidarité, destiné à mettre en œuvre la réduction des fractures territoriales en cohérence avec les objectifs que vous a présentés tout à l'heure le ministre de la Cohésion des territoires. Toujours dans cette logique de péréquation, le gouvernement sanctuarisera au PLF 2018 le montant du FPIC, c'est-à-dire 1 milliard d'euros, même si j'ai entendu, Charles-Éric, ce que tu disais. Ce maintien est destiné à vous garantir une forme de prévisibilité, bien sûr, sur les ressources et les charges, tout en maintenant une ambition forte pour la péréquation horizontale au niveau du bloc communal. Comme vous le savez, ce dispositif a connu une importante montée en charge depuis 2012, où il n'était pas budgété qu'à hauteur de 150 millions d'euros, je le rappelle. Comme en atteste le rapport qui sera remis au Parlement ce mois-ci, l'effet péréquateur au bénéfice des EPCI n'est plus à démontrer, puisque le FPIC a permis en 2017 de réduire de 12% les inégalités de ressources fiscales entre territoires. L'effet a donc été quadruplé par rapport à 2012, où cette réduction n'était que de 4%. Et contrairement aux craintes naturelles initialement affichées, les attributions et versements effectués au titre du FPIC n'ont pas été bouleversés par la refonte de la carte intercommunale, puisque 93% des ensembles intercommunaux ont vu leur situation rester stable par rapport à l'année précédente. Pour les ensembles intercommunaux susceptibles de perdre leur éligibilité en 2018-2019, une mesure est également prévue afin d'harmoniser les garanties perçues pour un retour au droit commun prévu en 2020. Le problème, souvent aligné et à juste titre, des communes pauvres dans un ensemble communal riche et des communes riches dans un ensemble intercommunal pauvre, a été traité pour la première fois en 2017 et ces règles seront maintenues en 2018. Ça, c'est pour la péréquation. En ce qui concerne l'investissement local, les intercommunalités bénéficieront par ailleurs, comme les communes bien sûr, de la consolidation des subventions d'investissement aux collectivités territoriales. En 2018, l'ensemble des crédits qui composent les trois grandes dotations, DETR, DSIL et politique de la ville, augmenteront ainsi de 5,5%, soit 1,8 milliard d'euros, dont 996 pour la DETR, 665 millions toujours pour la DSIL. Je signale au passage que la DSIL est donc sanctuarisée puisqu'elle avait été créée par le gouvernement précédent de façon ponctuelle. Et 150 millions pour la dotation politique de la ville. En territoire rural comme en territoire urbain, le gouvernement a donc fait le choix de stabiliser le soutien à l'investissement local pour l'ensemble des collectivités. Je voudrais ajouter une chose, c'est que ces crédits n'ont désormais plus de seuil accessible, si je puis dire. Ça, nous y avons beaucoup tenu avec Jacques Mézard. Nous avons supprimé les seuils d'accès, en particulier comme c'était le cas pour la DSIL. Il fallait des projets de grande envergure, ce qui écartait d'office
les petites communes ou les petites communautés rurales. Désormais, nous confirmons qu'il n'y aura plus de seuil et donc tout projet pourra être accompagné par la DSIL, la DETR et la DPV. Bien évidemment, le nécessaire accompagnement de la transformation du territoire constitue un autre engagement fort du président de la République. À cet effet, nous solliciterons les préfets, Madame le préfet, pour qu'ils puissent poursuivre le financement des contrats de ruralité, même si j'entends ici ou là qu'il faut changer les contrats, en attendant, Monsieur le professeur, de trouver d'autres moyens. Je pense que les contrats seront les bienvenus. Il y a un abondement de 45 millions d'euros qui a été mis dans la DSIL pour les contrats de ruralité. Un exemple, en Loire-Atlantique, 11 d'entre eux ont été signés entre les services de l'État et les EPCI pour une valeur de près de 197 millions d'euros. Par ailleurs, un nouveau fonds de modernisation sera créé l'année prochaine afin de soutenir la mutualisation des services et la numérisation des procédures. Je voulais vous dire aussi que le gouvernement a décidé, quand cela sera nécessaire, pour la première fois, d'accompagner aussi les communes rurales en permettant que ces dotations puissent répondre à des besoins de fonctionnement, notamment quand, vous savez, des communes ou des petites intercommunalités ont des études à faire et qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour prendre en charge financièrement sur leur fonctionnement des études, par exemple, eh bien, ce sera possible jusqu'à 10% du montant de la dépense. C'est aussi quelque chose de très important. Enfin, afin de soutenir l'allègement des charges administratives, il y aura une simplification, je ne rentre pas dans le détail, du remboursement du FCTVA. Voilà pour ce qui concerne les affaires financières. Je termine, pour ne pas être longue, mais peut-être sur les compétences, puisque cela a été évoqué à plusieurs reprises. D'une manière générale, le gouvernement ne souhaite pas revenir sur les compétences qui ont été transférées par la loi NOTRe. Je crois que c'est le souhait de votre association. Si j'étais dans un autre congrès qui aura lieu plus tard, je me ferai huer à ce moment par la salle. Bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas revenir sur certains points de législation qui sont récents. Il a été évoqué tout à l'heure GEMAPI. Cette semaine et hier, nous avons, lors d'une réunion dans le bureau de M. Mézard, mon collègue, nous avons travaillé au sein de la conférence des territoires, d'ailleurs, nous faisions un point, nous avons travaillé et nous avons pris la décision que, bien sûr, il ne fallait pas revenir, comme je viens de le dire, sur le transfert de la compétence aux intercommunalités, puisqu'en plus, toutes les intercommunalités sont en train de délibérer pour le 1er janvier 2018. Mais nous savons qu'il y a des questions précises qui se posent pour la mise en œuvre de la loi GEMAPI. Et donc, nous allons, je dirais, avec un certain nombre de parlementaires, dont des membres éminents de la DCF, faire en sorte qu'on puisse légiférer afin de revenir sur les modalités d'organisation de la mise en œuvre, sur aussi la maîtrise d'ouvrage. Par exemple, Monsieur le Président du Conseil départemental, votre président de l'ADF a posé le problème des zones littorales, qui sont très importantes, et le rôle, par exemple, qu'en Charente-Maritime, son département a joué le département, je dis bien, dans la protection
des subversions des côtes suite au malheur qui était arrivé avec Xynthia. Or, il se trouve que dans la législation actuelle, les départements sont écartés de la maîtrise d'ouvrage dans GEMAPI. Donc, c'est une autre question. Et puis, moi, en tant qu'élue ligérienne, comme nous sommes ici, eh bien, les grands corridors fluviaux sont aussi un vrai sujet pour cette loi GEMAPI. Donc, nous allons revenir, peu importe si c'est un projet de loi ou une proposition de loi, c'est-à-dire émanant d'un parlementaire, nous allons nous allons revenir sur la loi GEMAPI pour revenir sur ce qui n'a pas été bien voté. Et j'ai oublié de vous parler aussi du financement de GEMAPI. Je sentais que Charles-Éric me regardait. Je me disais, j'ai dû oublier quelque chose. Sur l'eau et l'assainissement, nous ne reviendrons pas non plus sur le transfert de compétences. Oui, je m'en doutais qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas d'accord. Mais je pense, personnellement, qu'il faut reprendre le transfert de cette compétence, parce qu'il y a de grandes inquiétudes que je peux même citer ici. Les inquiétudes de voir disparaître des syndicats qui fonctionnent. Les inquiétudes que l'eau passe entièrement aux mains des grands groupes financiers qui gèrent l'eau. Je le dis parce que je l'entends. Les inquiétudes sur la représentation dans les syndicats, etc., etc. Donc là aussi, je vous annonce que nous allons créer, dans le cadre de la conférence des territoires, une petite instance avec des parlementaires et des élus qui le souhaiteraient sur ce transfert de l'eau et de l'assainissement pour mieux le baliser, pour mieux l'expliquer et sûrement avec une PPL qui viendra en janvier et février pour revenir sur la mise en œuvre de ce transfert de l'eau et de l'assainissement. Et je crois qu'il faut que tout le monde l'entende, aussi bien que ceux qui sont pour le transfert que ceux qui sont contre le transfert. Je pense qu'il faut trouver des solutions qui répondent à toutes les inquiétudes des uns et des autres. Je ne parle pas des contrats de... Merci. Je ne parle pas des contrats de réciprocité, mais c'était évidemment quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas citer ici, puisque le thème était la ville et la campagne, les solidarités. Bravo au Finistère et à la Haute-Garonne qui l'ont déjà fait. Je pense que c'est un système qui doit s'étendre. C'est un système que les métropoles doivent intégrer dans leur réflexion par rapport aux territoires qui les entourent. C'est très important. On pourrait discuter du nombre de métropoles, cher, mais il ne m'écoute pas, c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, il y a 7-8 grandes métropoles en France. Et puis, il y a les autres métropoles. Parce que, vous savez, métropole, ça couvre aussi des réalités très différentes. Et je tenais à le dire ici. Peut-être vous dire aussi que le gouvernement a décidé de continuer à accompagner un système qui, bien sûr, était prévu jusqu'à l'année dernière, ou cette année plus exactement. C'est l'accompagnement de création de communes nouvelles, et je parle devant quelqu'un qui est un spécialiste, bien sûr, le président de votre intercommunalité. Chacun sait ici qu'on ne peut pas baser la création d'une commune nouvelle sur l'idée qu'il y ait une carotte pour faire une commune nouvelle. Mais nous pensons qu'il faut continuer le soutien au rapprochement des communes. Et donc, nous avons inscrit pour le budget de 2018 que les intercommunalités de plus de 1 000 habitants et de moins de 10 000 continueront à bénéficier d'un bonus de 5% de DGF et d'une garantie de stabilité de leur dotation de fonctionnement, tant forfaitaire que de péréquation pendant 3 ans. Je m'aperçois que je n'ai pas parlé de la taxe d'habitation parce que je pensais que c'était très connu.
Mais quand j'ai entendu le maire de Nantes, je me suis dit qu'il fallait que je lui réexplique un petit peu, même si je crois qu'elle n'est plus là. Mais oui, mais oui, mais oui. La taxe d'habitation est une décision qui a été annoncée pendant la campagne du candidat Emmanuel Macron et qu'il a mise en œuvre ou qu'il va mettre en œuvre. Donc c'est quelque chose d'annoncé, voilà. Ça repose sur deux constats. C'est une taxe qui était devenue très inégalitaire sur le territoire. Et le deuxième constat, c'est qu'on n'a jamais réussi à faire la fameuse réforme de révision des bases cadastrales depuis 1971. Et alors, quand je dis on n'a jamais réussi, moi, vous savez, je vais vous dire, je n'accuse aucun gouvernement, parce que moi, j'ai été maire pendant 25 ans, j'ai assisté à toutes les tentatives de réforme et donc d'évaluation. Et il y avait aussi, quand les résultats des évaluations étaient arrivés, les maires eux-mêmes disaient « stop, il ne faut pas le faire parce que ça va trop bouleverser nos concitoyens ». Je crois qu'il faut le rappeler quand même très honnêtement. Donc à partir de cette constatation, l'idée de faire une réforme de la fiscalité locale est intervenue. Plus l'idée que de donner un peu plus de pouvoir d'achat à certaines catégories de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle il a été décidé que sur 3 ans, avec des conditions de ressources par part fiscale, disons en moyenne autour de 20 000 ou 22 000 euros par an, selon qu'on a des enfants, qu'on est en couple marié, qu'on est célibataire, etc. La première année, on aura 30% d'exonération. La deuxième année, 60%. La troisième année, 100%. Ça, c'est en ce qui concerne la visibilité du citoyen. En ce qui concerne la visibilité des élus locaux, naturellement, vous savez que, en grosso modo, la taxe d'habitation, c'est, selon les communes, très différent, mais en moyenne en France, c'est entre 20 et 25% des ressources fiscales des municipalités. Inutile de vous dire qu'il viendrait à l'idée d'aucun gouvernement de ne pas, évidemment, prendre la place du contribuable. C'est ce qu'on appelle un dégrèvement, tout bêtement. C'est-à-dire que l'État se substitue au contribuable pour payer à la place du contribuable. D'ailleurs, ça n'est pas très original comme fonction, puisque c'est déjà le cas pour la taxe d'habitation, pour une part de la taxe d'habitation. Donc quand on vous dit que ce sera neutre, ce sera neutre. Et naturellement, nous ne touchons pas à la liberté de taux des collectivités locales. Mais comme il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, évidemment, la participation de l'État sur les 3 années se fait sur le taux d'entrée. Eh bien oui, parce que les petits malins du fond de la salle qui rigolent, ils comptaient se faire de l'argent sur le dos de l'État. Eh bien non, la confiance mutuelle, mais non, c'est exactement ça. La confiance mutuelle, le contrat, c'est la confiance que l'État met dans les collectivités locales et ce que, évidemment, les collectivités locales mettent dans l'État. Je termine, pour que ça soit complet, sur les finances locales. Je voudrais vous parler des régions, puisque naturellement, tout à l'heure, il a été question des régions, et que je voudrais que vous ayez une vision complète des choses. L'ancien gouvernement avait prévu une réforme du financement des régions en donnant un impôt national, une part d'un impôt national. Ce qui va être fait, que nous allons concrétiser, c'est que désormais les régions n'auront plus une DGF, mais auront une part d'un impôt national qui s'appelle la TVA. Et évidemment, je vous fais remarquer que la TVA est beaucoup plus dynamique qu'une DGF. C'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que sur l'enveloppe
que l'État, le gouvernement précédent, avait promis aux régions une enveloppe de 450 millions que l'État avait engagée pour accompagner le transfert des compétences, notamment économiques, aux régions. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que les compétences économiques étaient voulues par les régions, disputées par les régions, faisant bien attention, Monsieur le Président, que les départements n'avaient plus de compétences économiques. Je dis ça parce que parfois, dans l'expression orale, on a l'impression que l'État a transmis aux régions et que les régions n'y sont pour rien. Les régions demandaient la compétence économique en partage avec les intercommunalités. L'État avait budgété l'année dernière 200 millions sur le budget 2017, donc que les régions ont déjà encaissé et que le gouvernement, dans la continuité de l'engagement du précédent gouvernement, va inscrire, ou a, parce qu'on a déjà le budget qui est préparé, a inscrit les 250 millions qui restent. Donc les 250 millions sont bien donnés aux régions. Voilà, je voulais le préciser. Alors il y a un petit point sur lequel il faut préciser le petit désaccord, parce qu'il faut toujours dire les choses jusqu'au bout. C'est que les 450 millions, les régions avaient imaginé qu'elles soient incluses dans les bases du transfert, c'est-à-dire qu'on fasse DGF plus 450 millions pour évaluer le montant de la TVA qu'on passait aux régions, enfin qu'on destinait aux régions. Et c'est là où le gouvernement a dit « ça n'est pas possible », en s'appuyant sur deux choses. La première, c'est que la TVA est une ressource très dynamique et il est évalué que la première année, par exemple, en 2018, ce sera plus 100 millions d'euros. Et deuxièmement, c'est parce que vous connaissez évidemment l'état du budget de la France, je ne vais pas vous refaire la situation, il aurait fallu à ce moment-là prendre sur d'autres collectivités, ce qui, à notre avis, n'était pas possible, puisqu'il faudrait peut-être davantage regarder aussi les départements qui ont besoin, devant les charges des AIS, des mineurs isolés, d'être aidés pour qu'il y ait aussi dans notre pays des départements qui aient la possibilité d'assumer leur politique publique. Voilà, je vous remercie.